Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, une randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Thibaut, un diagonaliste chevronné qui partagera son expérience, notamment sur Strasbourg-en-Daille. Bonjour Thibaut, peux-tu te présenter? Donc, je suis Thibaut, j'ai 25 ans et l'année dernière, j'ai réalisé mes deux premières diagonales de France. Je suis donc diplômé en histoire du voyage et depuis peu rédacteur pour le magazine Cyclist. Quand tu as fait ta première diagonale, tu avais 24 ans. Comment tu Oui, as connu les diagonales? En général, les diagonalistes sont un peu plus âgés. oui, c'est vrai que bon, généralement, les diagonalistes ont quelques années de plus que moi. Je pense que j'ai dû entendre parler des diagonales pour la première fois il y a quelques années déjà, mais finalement, c'est mes amis de club à Moza, et notamment Patrice et François, qui en ont réalisé déjà de leur côté. J'ai lu leur compte-rendu. Et ça m'a particulièrement motivé à franchir le cap. Donc, c'est un compte-rendu où tu te dis, ça c'est pour moi, j'aime le voyage à vélo, je vais me lancer dans ma première diagonale. Oui, le voyage à vélo et puis aussi le fait d'aimer la longue distance en général, que ce soit sur du voyage ou non. Peux-tu nous la décrire, cette première diagonale Strasbourg-en-Daille? Oui, donc je suis parti au mois d'août, ce qui n'est pas forcément la période la plus propice aux diagonales, notamment à cause des pics de chaleur, mais globalement tout s'est plutôt bien passé et j'ai eu beaucoup de chance pour cette première, ce qui explique en partie qu'elle s'est vraiment bien passée. Donc je suis parti de Strasbourg le soir, un départ autour de 19h, accompagné par Jocelyne, la reine des saristes, pour quitter l'agglomération strasbourgeoise. J'ai fait le choix de passer une première nuit en selle, donc ce qui m'a permis de traverser les plaines d'Alsace et pour me rendre du côté de Mulhouse et après Besançon de nuit. Et je me suis arrêté le lendemain dans un camping autour de 16h. C'était un choix de ma part parce que ça me permettait donc de profiter de 4 pleines journées de roulage par la suite et essayer de répartir au mieux les 99 heures de roulage en sachant que je me mettais la contrainte de mon côté de passer la deuxième nuit à la maison et donc de traverser le Massif central puisque je suis du côté de Clermont. Il n'y a pas de risque à rouler la première nuit entre les voitures ou animaux? Alors, je pense que le principal risque, c'est peut-être celui du sommeil finalement, comme sur toute randonnée longue distance où on est amené, notamment sur les BRM 400, à passer une nuit en selle. Jocelyne était un petit peu inquiète parce que le début de mon itinéraire empruntait beaucoup de voies cyclables qui sont le paradis des ragondins et d'autres petits animaux qui reprennent leur droit la nuit. Mais finalement, entre la circulation des voitures et les animaux, je préfère affronter des petites bêtes à quatre pattes. Donc, euh, donc j'ai pas eu de surprise spécialement, et ce que je ne faisais pas d'habitude et que là j'ai fait pour essayer de lutter contre le sommeil, j'ai écouté quelques émissions de radio. Donc je pense également que le bruit qui émanait de ma petite enceinte les avertissait de ma présence, quoi. J'ai jamais été surpris par un ragondin ou quoi que ce soit. Donc, une nuit entière sur le vélo et avec, j'imagine, un peu de fatigue. Et tu étais parti tôt la veille depuis chez toi? Oui, donc ça c'est le problème et l'erreur à peut-être ne pas faire ou ne pas refaire. C'est-à-dire que j'avais 10 heures de TER pour arriver à Strasbourg. J'étais parti le matin à 6 heures du matin. Il aurait fallu que je puisse en fait être déjà la veille sur Strasbourg pour me reposer et effectivement partir le soir en étant déjà bon, bah, en pleine capacité, quoi. En soi, ça s'est pas mal passé, mais c'est vrai que l'après-midi donc de la première journée complète passée sur le vélo a été compliqué. Il a fallu que je m'arrête plusieurs fois avant d'arriver au premier camping dans lequel je dormais, parce que je m'endormais sur le vélo. Tu parlais de 10 heures de TER. Ça veut dire que tu n'as pas pu venir en TGV, tu as eu des problèmes pour voyager avec ton vélo. Alors en fait, justement, l'avantage du TER, outre le coût minime, c'est qu'on peut emporter son vélo sans le démonter. Donc évidemment, les algorithmes de la SNCF sont pas très très bien faits et incitent à prendre les TGV, mais si on a une carte de France ou une carte des voies de chemin de fer, on peut tracer son itinéraire et voyager avec son vélo en train sans trop de problèmes. Donc moi de mon côté, ça veut dire qu'en fait je suis parti de Rion, juste à côté de Clermont. J'ai fait donc Rion-Lyon, Lyon-Belfort, Belfort-Mulhouse et Mulhouse-Strasbourg. Donc tout en sachant qu'avec le temps de changement entre chaque train, voilà, effectivement, il m'a fallu un peu plus de 10 heures pour arriver. Mais en soi, ça pose pas de problème. Je sais qu'il y a parfois des personnes qui sont un peu réticentes à l'idée de mettre le vélo dans les TER, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Et en plus, là, on était en haute saison touristique.
Et même pour le retour via la côte atlantique, là pour le coup les trains étaient bondés, mais j'ai pas eu de problème spécifique, quoi. Les vélos sont pas restés à quai, il n'y a pas eu de souci. Donc c'est faisable. Dès Et lors c'est qu'on est écologique, patient. donc c'est pas mal. Ok. Tu arrives le deuxième jour à 16 heures Oui. et après. Donc j'avais prévu de me reposer donc une douzaine d'heures au camping. Bon, évidemment, il faisait un peu chaud, donc le repos n'a pas été optimum. Et donc je suis reparti pour une deuxième journée qui a été plus courte, notamment due à cet impératif de passer la nuit à la maison. Enfin, c'est un impératif que je me suis fixé moi-même, mais c'est vrai que ça me faisait du bien, d'autant plus que c'était une première diagonale. Je partais un peu dans l'inconnu sur de si longues distances. Et puis je me disais un peu bêtement, mais que s'il fallait bâcher, au moins je serais directement à la maison. Donc ma deuxième étape a fait seulement 210 km, ce qui est court pour une journée de diagonale, mais qui en même temps était compensé par cette première grosse nuit et journée de vélo avec les 380 km. Et puis ça m'a aussi permis de passer une partie de l'après-midi de canicule à la maison au frais, ce qui en soi n'était peut-être pas un mauvais calcul non plus. Donc là, mes amis sont venus me retrouver du côté de Vichy. J'étais dans une période, comme on en connaît souvent sur de la longue distance à vélo, où le moral n'était pas très bon, dû à des déviations, des changements de parcours, du dénivelé en plus et la chaleur, parce que j'aime pas particulièrement ça, 37-38 degrés, c'est trop pour moi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver mes amis, qui m'ont accompagné sur les 50 derniers kilomètres, donc ça m'a permis après, mentalement, de repasser sur une phase positive pour envisager la suite de la diagonale, quoi. Donc, tu as Donc dormi c'est chez toi. Oui, j'ai dormi chez moi et le lendemain, alors je sais plus s'il était 3h30 ou 4h, mais mes amis étaient encore là pour m'accompagner au départ et commencer à grimper les contreforts du Massif central. Toujours Donc ça sous m'a la fait beaucoup de bien. canicule. Ok. Bon, alors en sachant qu'à 4h du matin, là, honnêtement, on n'a pas souffert de la chaleur. Elle n'est revenue que plus tard, quand j'avais déjà fini de traverser le plateau de Mille Vaches. D'ailleurs, les petites routes en Corrèze étaient particulièrement belles. C'est ce qui était assez agréable d'ailleurs, oui, je reviens un petit peu en arrière, mais sur la première étape, moi qui n'aime pas rouler sur le plat, la vallée du Doubs est magnifique, avec une superbe véloroute, et que ce soit pour rouler en famille ou même là pour le coup sur de la longue distance. C'est pas le genre de piste cyclable où il y a des barrières ouais, tous les 500 mètres, quoi. Donc on n'est pas obligé de couper son rythme, ce qui était le cas dans l'Allier par contre. Donc beau paysage dans le Doubs, et puis du coup du plaisir à rouler sur le plat, ce qui n'est habituellement pas le cas. Et donc après, j'ai pris beaucoup de plaisir à traverser le Massif central d'est en ouest, pardon, ce qui était une première pour moi, puisque je l'avais déjà fait du nord au sud en voyage à vélo de mon côté. Mais ça m'a permis aussi de découvrir le plateau de Mille Vaches que je ne connaissais pas et les paysages de Corrèze avec de très belles maisons anciennes et de belles toitures en lauze qui m'ont bien marqué. Mais par contre, effectivement, j'ai retrouvé la chaleur passé Tulle et je me suis à nouveau retrouvé dans du 37-38 degrés. Avec du gros dénivelé. Alors, en fait, cette étape-là, oui, effectivement, elle avait un petit peu de dénivelé. J'étais à 4000 mètres, je crois, pour un peu moins de 300 km, ce qui en fait représentait la moitié de mon dénivelé total sur cette diagonale. La distance est telle et la contrainte du temps fait que pour un petit rouleur comme moi, je suis obligé de limiter un petit peu le dénivelé. Alors, ce qui est un peu paradoxal pour moi qui aime grimper, mais sinon, je pense que je suis pas en capacité de tenir les délais. Donc, j'ai quand même eu cette belle étape bien vallonnée pour arriver donc au soir du deuxième jour, non, du troisième jour de roulage, que Mhm. je dise pas de bêtises. Et ce qui m'a permis d'être plutôt bien mentalement avant d'affronter la dernière journée avec la traversée des Landes et la côte atlantique, qui je savais par avance n'allait pas être une franche partie de plaisir. Tu as indiqué un petit rouleur. Alors, j'en doute, mais tu es arrivé à quelle heure après tes 300 km et tes 4000 de D+. Je crois que je suis arrivé à 20h30. En étant parti à 4h du matin, ça fait quand même une bonne journée sur le vélo, donc effectivement, oui, je roule pas très vite, mais j'essaie de limiter les pauses au maximum, et puis ça me gêne pas particulièrement. Et une journée type comme celle-ci, de 4 heures du matin à 20h30, tu vas t'arrêter combien de temps en tout? J'aurais du mal à calculer parce que c'est vrai qu'en fait, l'organisation en amont de la feuille de route pour la diagonale nous invite du coup à prévoir nos arrêts. Et je t'avouerai, Marc, que j'en ai pas tenu compte parce qu'en fait, quand tu es dans le truc, tu t'arrêtes pas forcément là où tu as prévu.
Et globalement, les arrêts ont été plus restreints que prévu. Mais d'un autre côté, ça permet également de rouler moins vite et de moins se fatiguer. Donc l'un dans l'autre, on peut s'y retrouver. À partir du moment où on prend le temps de s'alimenter comme il faut et de faire des pauses fraîcheur qui font beaucoup de bien, je pense que sur une journée comme ça, c'est peut-être 1 heure et demie à 2 heures de pause, quoi. Et encore D'accord. une fois, je ne pourrais pas vraiment te dire parce que c'est pas des calculs que je fais quand je suis Mhm. sur le vélo. Donc, tu arrives à 20h30. Il te reste après la dernière journée qui s'est passée Oui, comment? bah alors qui a été plutôt compliqué parce qu'en fait, j'ai eu la bonne idée de louer un hôtel dans une petite ville qui connaissait sa fête patronale. Et donc évidemment, entre le bruit des basses dans l'hôtel et le fait que mon vélo a dû rester dans la cour intérieure, j'étais pas particulièrement serein. Je pensais que je n'allais pas repartir le lendemain du coup parce que j'aurais plus mon vélo. Et j'ai pas pu dormir en fait cette nuit-là parce que j'étais trop tracassé. C'est d'ailleurs un problème que j'ai sur ma diagonale, c'est la gestion du sommeil. Étant plutôt quelqu'un de stressé et facilement angoissé, j'ai du mal à fermer l'œil. Donc c'est un truc qu'il faudrait que je travaille pour les prochains périples longue distance parce qu'on sait à quel point le sommeil est important pour la récupération. Et quand il n'est pas de très bonne qualité, c'est pas l'idéal, quoi. Donc je suis reparti en ayant quelques maux de ventre dans la dernière matinée. Mais en soi, c'est passé pour la première fois depuis un sacré paquet d'années. J'ai bu un café qui m'a. Je pense que le petit boost en termes de caféine m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, j'ai pu affronter les Landes en essayant de débrancher le cerveau parce que c'est clairement pas. Enfin, de mon point de vue, voir des arbres à perte de vue plantés à distance régulière, c'est pas ce qui m'a le plus chamboulé d'un point de vue paysage sur cette diagonale-là. Mais bon, il fallait en passer par là. Et puis après, on a terminé par la côte atlantique, qui est pas non plus l'idéal, surtout que j'ai mal prévu mon coup parce que c'était le week-end du 15 août. Donc beaucoup de monde. Et en empruntant la piste cyclable qui est la Vélodyssée, donc qui est encore une fois, c'est un aménagement qui est formidable pour les voyages à vélo en famille. Mais je pense que pour de la longue distance et pour ce qu'on fait nous sur des diagonales, il y a trop de ruptures de rythme avec des plots, des choses comme ça. Et c'est peut-être pas souhaitable parce que ça te fatigue et ça t'énerve. Et t'es pas forcément dans de très bonnes conditions après pour continuer à rouler. Donc là, c'était encore une étape de 300 km à peu près. Ouais, de mémoire, je crois que la dernière a fait 313 pour arriver à Hendaye. Voilà, donc après, disons qu'une fois qu'on a été sur la côte, c'est vraiment un enchaînement de villes et un ensemble urbain qui est très très long. Donc je me suis perdu plusieurs fois, effectivement, parce que bon, il suffit qu'il y ait un petit problème avec un sens interdit qui n'est pas prévu, le GPS va perdre sa trace, puis après, le temps qu'il se remette en route ou que le bonhomme ait conscience qu'il n'est plus sur la bonne route, il y a un petit laps de temps qui se passe. Mais du côté de Bayonne, j'ai fait une dernière pause pour me reposer notamment mentalement parce que j'étais passablement énervé. Mm. Et, euh, et puis tout s'est très bien terminé avec une superbe fin de parcours avec coucher de soleil sur la route de la Corniche. Donc une belle luminosité. Et voilà, j'ai pu passer Saint-Jean-de-Luz à Hendaye, qui était aussi en fête à ce moment-là. Mais c'était vraiment l'arrivée, donc c'était génial. Puis après, j'ai dormi côté espagnol à Irún pour la dernière nuit avant de rentrer. Alors justement, tu arrives au commissariat d'Andaï pour pointer ton carnet. C'est ta première diagonale. C'est quoi ton état? C'est de la satisfaction? C'était du soulagement, ouais. Je me suis dit que j'avais réussi à le faire, alors que bon, en soi, j'en faisais pas une finalité excessive. J'avais fait un beau voyage en vélo 2 semaines avant, également jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, en passant par l'école Pyrénéen. C'était juste la cerise sur le gâteau pour passer un bel été vélo. Donc il y a aussi certainement une petite part de fierté, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun, même si bon, ça reste une diagonale de France, donc dans un cercle très intimiste, on va pas en faire des caisses. Mais évidemment, d'un point de vue physique, c'était la première fois que je faisais 1200 km, surtout en un temps aussi restreint, parce qu'habituellement, aimant plutôt le dénivelé, je fais des étapes plus courtes et avec par contre plus de D+, ouais. Donc c'était de la satisfaction, le plaisir. Et puis en plus, j'étais dans une phase d'euphorie à la fin avec l'arrivée sur la route de la Corniche. Donc c'est vrai que je pense qu'on est nombreux à faire de la longue distance en vélo pour ces moments d'euphorie-là. Et d'être un petit peu second, je n'irai peut-être pas jusqu'à parler de trans, mais enfin, c'est quelque chose que tu dois connaître aussi, Marc, et qui est vraiment hyper appréciable. Donc j'étais dans cet état d'esprit-là. J'ai demandé à un policier, en fait, quand je suis arrivé à côté de la gare d'Andaille, où se situait le commissariat de police, qui n'est pas forcément le plus évident à atteindre parmi les villes sur les diagonales. Et puis, donc, après avoir passé le portail cassé du commissariat d'Andaille, il y a le commissaire qui m'a reçu et qui a tamponné le carnet avec la Marianne. Donc voilà, c'était terminé. J'ai soufflé un grand coup et puis je suis allé trouver mon hôtel sous la pluie.
du côté espagnol à Irún. Une belle aventure. Tu as eu de la canicule sur cette première diagonale. Comment tu as géré ton hydratation et ton alimentation? Alors en termes d'hydratation, généralement, que ce soit pour de la longue distance ou même pour mes sorties personnelles, j'utilise souvent une poudre Isostar qui me plaît au niveau du goût. J'en essaie différentes, notamment de la poudre Oversteam, mais je me suis aperçu que j'appréciais pas spécialement le goût et que du coup je m'hydratais pas assez à cause de cette insatisfaction au niveau du goût. Donc voilà, je reste sur de la Isostar qui permet de refaire le plein en acides aminés, toutes ces petites choses-là qui sont intéressantes avec toutes les pertes qu'on connaît par la transpiration au cours de la journée. Et après, en termes d'alimentation, la particularité, c'est que je suis végétarien depuis mes 20 ans, donc ce qui veut dire qu'en fait, j'ai fait un 200 en mangeant encore de la viande, et puis toutes mes autres sorties depuis en longue distance se font en suivant un régime végétarien, ce qui pose pas spécialement de problème à condition d'être patient et de ne pas passer à côté des opportunités en cours de route, quoi. Donc, c'est aussi l'avantage d'avoir des sacoches, de pouvoir stocker un peu de nourriture, tout ce qui est pizza végé ou des choses comme ça. Mais après, globalement, la dépense calorique est telle sur une diagonale que finalement, je crois que mon régime s'est contenté de burgers végétariens avec des frites chaque jour ou de pizza végétarienne. Donc c'est aussi l'un des plaisirs, c'est qu'avec la longue distance, on peut un peu se permettre tout et n'importe quoi. Alors, bravo pour cette première diagonale que tu as fait tout seul. Comment tu t'es entraîné? Alors l'avantage, c'est que depuis maintenant 2 ans, je suis au club de Mosa, qui est assez réputé en Auvergne pour notamment l'organisation des BRM. Et que du coup, je me suis fait un petit cercle d'amis chevronnés, mais eux vraiment chevronnés, tu vois, pas comme moi, c'est pas des lapins de 3 semaines, pour ce qui est de la longue distance. Donc je peux apprendre à leur côté. Et je me suis entraîné aussi en conséquence, en préparant notamment des brevets, les fameux BRM, qui pour certains ont servi de qualification Paris-Brest-Paris. Je n'ai pas participé à Paris-Brest-Paris, mais du coup, ça m'a permis d'avoir un foncier aussi intéressant en vue des diagonales, notamment le brevet de 400 qui est assez intéressant pour voir si on arrive à tenir la nuit sur le vélo et à lutter contre le sommeil. Donc ça, j'avais déjà eu l'occasion d'en faire deux. Je pourrais plus te dire de mémoire, mais j'ai dû déjà passer. Enfin, auparavant, j'avais dû passer 4 ou 5 nuits sur le vélo, donc c'était pas quelque chose qui était nouveau pour moi. Je savais que ça devrait pas trop poser de problème. Euh, et puis en plus de ça, le voyage à vélo permet aussi d'avoir une bonne caisse, je pense. Donc j'ai dû partir de Strasbourg avec peut-être 7 ou 8 000 kilomètres au compteur, mais notamment parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres en fait en juillet. Donc j'étais peut-être un petit peu fatigué par les efforts dans les Pyrénées 10 jours auparavant, mais d'un autre côté, le corps s'adapte bien, le corps humain est assez fascinant pour ça. Et puis on a un peu diesel quoi sur la longue distance, donc finalement sur un effort qui n'est pas forcément violent mais qui est long, ça pose pas de problème. Alors, sur la longue distance, tu écoutes ton corps ou tu utilises un cardio-fréquence-mètre? Alors non, j'ai pas de cardio, on m'en a offert un pour mon anniversaire qui m'a servi 2 fois pour le moment, mais il faut pas le dire. Non, mais ouais, j'essaie de m'écouter, mais tout en sachant que bon après quand je me blesse, on a beau s'écouter, bon parfois la blessure est un peu inévitable. Donc là pour le coup, en roulant tout seul, c'est aussi l'un des avantages, c'est qu'on peut vraiment s'écouter au maximum. Essayer d'être très attentif à tous ces premiers petits signaux de fatigue, de stress musculaire, pour gérer au mieux la récupération. Mhm. Je reviens au tout début de la diagonale où tu me disais que quand tu arrivais à la gare, demandais un peu ce que tu faisais là, pourquoi pas prêt à faire demi-tour, et c'est Jocelyne qui t'a un peu reboosté. Et ben effectivement, oui. Donc Jocelyne est sariste. Donc les saristes, bon, enfin, je pense que les auditeurs le savent, mais ce sont les personnes qui peuvent accompagner des diagonalistes sur une partie du parcours. Et ce qui est notamment très utile pour les traversées urbaines, ça permet aux diagonalistes de ne pas avoir à se prendre la tête sur par où est-ce qu'on va passer. Et puis au-delà de ça, Jocelyne est incroyable, donc j'ai fait sa rencontre à cette occasion. On est allé manger, enfin, de mon côté, je suis allé manger. Elle m'avait préparé tout un tas de choses, mais elle savait pas que j'étais végétarien, la pauvre. Donc bon, c'est elle qui aura mangé les sandwichs. Mais je me suis régalé d'un bon gâteau aux prunes qu'elle a ramassé en partant à vélo, en pleine nuit, donc c'était très très appréciable. Et puis donc, par la suite, Jocelyne m'accompagnait à la sortie de Strasbourg. On a fait 35 km ensemble. Et oui, mentalement, ça m'a permis de basculer dans une phase où je me suis dit, bon, j'ai qu'une nuit à passer sur le vélo, et puis après, on verra ce qui va se passer, quoi. D'accord, donc merci Jocelyne. Et après cette première diagonale, tu t'es dit 2 mois après, je remets ça, et ce coup-ci en duo sur Strasbourg-Perpignan. Et là, Ouais. comment ça s'est passé alors? Alors, ça a été complètement différent parce que, donc, effectivement, c'était une première diagonale à deux avec Patrice.
dit le directeur qui organise les brevets, les fameux BRM à Mosa, qui est un ami. Et j'avais très envie en fait de connaître cette expérience avec lui, puisque c'est en partie grâce à lui que j'ai participé à ma première diagonale. Juste pour la petite histoire, quand je suis arrivé dans les Pyrénées après mon voyage en vélo du mois de juillet, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment je vais participer à la diagonale? Et puis Patrice m'a dit, oui, ton parcours sur le site des Saristes, il est apparu, quoi, donc faut y aller, quoi. Et ça m'a aussi mis un petit coup de pied derrière pour me dire, bon, bah, fatigué ou pas, on va y aller, quoi. Donc on a décidé d'un commun accord d'en faire une en automne, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Enfin, c'est un petit peu la loterie et le jeu d'échecs au niveau météorologique. On a pu tracer ça ensemble. Alors évidemment, on a fait beaucoup d'erreurs. Et ce qu'on pensait être une diagonale relativement simple, puisque c'est l'une des plus courtes des diagonales proposées, s'est révélé très compliqué. Parce qu'en fait, un cycliste est bien peu de choses par rapport aux aléas climatiques. Donc on a fait 600 km sous la pluie et vent de face, avant de retrouver un petit peu plus de clémence météorologique, mais de mon côté, le mal était fait. Je me suis fait mal aux deux tendons rotuliens. Et il a fallu terminer en serrant les dents. C'est difficile. Oui, bah disons qu'après, il faut que le mental prenne le relais sur le pur aspect physique. Ce qui n'empêche pas qu'après, je regrette pas, hein. Alors bon, la tendinite était telle que j'ai dû cesser de pédaler pendant près de 2 mois par la suite avant de retrouver un pédalage sans douleur. Mais je pense que le jeu en valait la chandelle parce qu'on a vécu une belle expérience avec Patrice. Alors évidemment, il est plus fort que moi, même s'il ne veut pas le reconnaître, et je pense que je me suis peut-être un petit peu trop forcé à le suivre, ce qu'il n'aurait pas fallu, c'est un peu l'erreur du débutant. Et de même que la fatigue aidant, je tirais trop de braquet. Donc disons qu'il y a tout un tas de petits facteurs, il est difficile d'isoler ce qui a provoqué les deux tendinites, mais les premiers signes avant-coureurs sont apparus le deuxième jour. Et étant donné qu'on a dû revoir notre stratégie et donc passer une journée complète et une nuit complète sur le vélo pour arriver dans les temps à Perpignan, effectivement, là, avec le volume horaire à encaisser, ben pour les tendons, c'était pas jouable, quoi. Revoir votre stratégie à cause du vent de face ou de la pluie, où les deux ont joué ensemble? Les deux, mon capitaine. Et en plus de ça, il y a eu quelques petits problèmes mécaniques de mon côté qui nous ont fait perdre quand même du temps le deuxième jour. On était parti sur un séquençage en fait assez simple par étape de 310 km, ce qui devait nous permettre d'être au bord de la Méditerranée à 50 km de Perpignan et en partant très tôt le dernier jour à 4 heures du matin d'arriver à Perpignan en tout début de matinée. Donc ça, c'était l'idée de départ. Mais il se trouve qu'on a passé donc une première étape effectivement très humide, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que donc Jocelyne nous a encore accompagnés à la sortie de Strasbourg et ça doit être la seule ce jour-là qui ne s'est pas mouillée. Parce que passé 30 km, les premières gouttes d'eau ont fait leur apparition, plus le vent de face. Donc pour avoir un ordre d'idée, passé Mulhouse, je crois qu'on n'était jamais à plus de 20 km/h sur des véloroutes qui sont plates comme la main. Donc Patrice est un sacré rouleur et c'est pas normal qu'il roule à une telle vitesse. Donc ça veut dire que le vent soufflait. La première étape était censée être l'une des plus belles en allant gagner les contreforts du Jura, passer Pontarlier, puis arriver à la Chaux-Neuve, donc dans ce qu'on appelle la petite Sibérie. Et même si on n'a pas trop souffert du froid, on a bien senti la pluie. Ouais. Donc on était déjà bien fatigué. Et le deuxième jour, le vent de face n'a pas cessé. Le départ à 4 heures du matin s'est également fait sous la pluie, qui nous aura quand même lâché un petit peu en cours d'après-midi, mais le vent a fait qu'on a pris beaucoup de retard sur l'itinéraire prévu. Et cela cumulé donc au besoin de régler mes freins à l'avant, puisqu'en fait le disque touchait les plaquettes. Et bon, j'avançais déjà pas vite, donc j'avais pas besoin d'être plus ralenti que ça. Et une crevaison sur une piste cyclable en mauvais état. Il a fallu faire un petit peu de réparation. On a quand même perdu assez peu de temps dans la manœuvre, mais pris la décision d'arrêter les frais à Romans-sur-Isère. Donc pour donner un ordre d'idée, en fait, on a fait 256 km ce jour-là au lieu de 310, puisqu'initialement on devait s'arrêter dans la ville de Charolles. Et donc, autour de notre pizza du soir, eh ben, on a décidé d'un commun accord de revoir notre stratégie, de passer une nuit plus longue en partant à 7 heures du matin de Romans-sur-Isère, mais par contre faire une journée complète et passer la nuit sur le vélo. L'équivalent d'une flèche Vélotio, mais bon, après 600 km, donc évidemment, l'état de fatigue n'est pas le même, quoi. Donc, si je résume les 600 premiers kilomètres avec de la pluie, du vent de face, et les 400 et quelques qui restent, 450, avec des problèmes de tendons et une douleur physique à gérer, c'est ça en C'est gros. ça. Mais disons que pendant la dernière journée, jusqu'à notre pause du soir, pendant les 200 premiers kilomètres,
Physiquement, j'étais en capacité de gérer ces douleurs au tendon. Je pense qu'après, la fatigue est telle que tu n'as plus vraiment le contrôle sur ton corps et la gestion des douleurs. Et oui, les 230 derniers kilomètres, on a fait donc 430 kilomètres pour rejoindre Perpignan. Parce qu'en plus, on s'est trompé. On est sorti de la trace pour ne prendre que des nationales avec l'accord de Bernard. C'est d'ailleurs lui qui nous avait conseillé de faire ça pour éviter de passer la nuit sur des véloroutes qui allaient nous faire perdre du temps. Et étant donné qu'on était déjà ric-rac au niveau du temps, il nous a dit prenez les nationales. Mais donc on est sorti de nos petites traces GPS et donc on s'est foutu dedans. Ce qui fait qu'on est arrivé donc après à Béziers, Narbonne et puis Perpignan par les grandes routes. Mais bon, de mon côté, ouais, ça a été un peu galère, quoi. Tu parlais de Patrice, dit le directeur. Vous êtes de la même génération ou pas du tout? Non, pas trop, parce que Patrice a l'âge de mon papa. Donc effectivement, on a quoi? On a un peu plus de 35 ans d'écart, mais ça n'empêche qu'on prend beaucoup de plaisir à rouler ensemble. Et j'apprends à ses côtés, comme j'apprends aux côtés en fait de tous mes amis au club de Moza qui n'ont pas mon âge. Et voilà, qui sont des amis, quoi. Donc le fossé générationnel n'est pas spécialement problématique à partir du moment où on prend du plaisir à pédaler ensemble. Voir, il y a une transmission du savoir, peut-être. Oui, Ok. oui, parce que notre amitié dépasse le seul cadre du vélo, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire cette Mhm. diagonale ensemble. Et pourquoi le directeur? Alors c'est un peu bête, hein, mais c'est parce que c'est lui qui organise les brevets donc en Auvergne à Moza. D'accord. Et notre copain Michel l'a surnommé le Dirlo, donc c'est resté depuis, ça ne le quitte pas. Parle-nous de ton vélo. Alors mon vélo, c'est un vélo un peu particulier parce qu'il a été fait dans le sud de la France à Is-sur-Tey par Caminade. Et c'est un vélo dont le cadre est collé, c'est-à-dire que ce sont des tubes de titane avec des manchons en carbone. La technologie est issue de l'aéronautique, puisque Caminade a travaillé avec une entreprise qui s'occupe du collage sur les ailes d'avion, et ce qui permet d'avoir un vélo fait en France à un tarif à l'époque qui était le même que pour des vélos produits en Asie. Donc voilà, la philosophie de l'entreprise m'intéressait, et puis ça me permettait d'avoir un vélo de gravel qui soit également apte à partir sur du voyage au long cours. Donc c'est avec lui que j'ai fait ces deux diagonales, et puis l'avantage c'est que le cadre étant sur mesure, j'ai demandé à Brice Epailly, qui est le fondateur de Caminade, de me mettre une douille de direction très haute, qui permet d'éviter toutes les douleurs lombaires et cervicales qu'on peut connaître sur de la longue distance. J'ai déjà essayé de faire du long avec mon vélo carbone, mon Lapierre, effectivement j'ai des douleurs au bout de 10-12 heures de selle que je n'ai jamais sur le Caminade. Donc là, tu as favorisé le confort sur ce vélo Oui, oui, et oui. son équipement en termes de roues, pneumatiques, développement. Alors j'étais sur un groupe SRAM monoplateau à l'avant, puisque c'est un vélo de gravel. Au niveau de l'étagement, ça me dérange pas spécialement d'avoir seulement un plateau. Ça évite les ruptures de rythme entre petits et grands plateaux qu'on peut connaître parfois. Alors le désavantage par contre, c'est que vu qu'il n'y a pas ces ruptures-là, effectivement quand on est comme moi, qu'on a tendance à tirer trop gros et qu'on a un physique de chips, on se blesse plus facilement. Après, pour ce qui est du reste de l'équipement, ce sont des roues Mavic, des roues Allroad de gravel qui permettent d'accepter des pneumatiques un peu plus larges. Et là sur les diagonales, en fait, j'ai pas changé mes pneus par rapport à mes voyages à vélo du début de l'été. Donc, j'étais sur des Michelin Power Adventure en 36 de section. Ce qui, pour le coup, pour des itinéraires uniquement asphaltés, sont certainement trop et me font perdre en rendement. Donc, c'est un point à revoir, à retravailler sur de prochaines diagonales. Du 32, c'est très bien. C'est confortable, très confortable. Et on sait à quel point c'est important d'avoir du confort sur le vélo quand on part sur une journée ou des nuits à pédaler. Une section de 32 pourrait nous permettre de passer les déviations et puis les changements d'itinéraire. Là, je me suis retrouvé dans des zones de travaux qui m'obligeaient à prendre des pistes dans le Doubs. Et finalement, avoir une section pneumatique un peu plus large, ça permet d'éviter, du moins de minimiser les risques de crevaison. Et l'autre particularité, c'est que j'étais en tubeless, ce qui n'est pas le cas sur mon vélo de route. Je suis en chambre à air généralement. Mais c'est vrai que sur un vélo gravel et des pneus un peu plus gros, le tubeless est quand même une technologie qui est très très chouette et qui m'a notamment permis d'éviter une réparation de crevaison sur la première diagonale à Mulhouse en plein milieu de la nuit, quoi. Donc j'avais un petit problème au niveau de ma frontale. Ça a été bien pratique, c'est-à-dire qu'en fait le liquide préventif bouche le trou de la crevaison. On perd un petit peu en pression
Il faut laisser le temps au préventif de sécher, puis on regonfle. Et quand tout se passe bien, ça pose pas plus de problèmes que ça. Sur la deuxième, par contre, il a fallu que je mèche, mais ce qui en soi est aussi quelque chose d'assez rapide. Et quand il n'y a pas de perte de pression par la suite, c'est pas plus embêtant que de changer une chambre à air. C'est même moins embêtant que de changer une chambre à air. D'accord. Tu as une position assez droite, tu indiquais. De fait, tu mets des prolongateurs ou pas? Alors, je n'ai pas de prolongateur sur mon caminade, sur mes vélos en général, notamment parce que je souffre souvent de la selle et la position sur les prolongateurs oblige à vraiment être bien calé, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc, sur le caminade, j'ai pas de prolongateur, mais en revanche, je me sers de ma sacoche avant pour reposer les avant-bras. Donc, évidemment, il faut faire attention aux aspérités sur la route pour pas partir et faire une cabriole. Mais c'est assez confortable de pouvoir soulager les poignets, et puis ça évite toutes les douleurs qu'on peut connaître au niveau du canal carpien, ou les sensations oui, les sensations qu'on peut avoir au niveau des mains qui sont très très pénibles, d'autant plus quand on fait un peu de musique à côté. Oui. Tu souffrais de l'assise. Quel est ton combo sel-cuissard? Alors du coup, j'ai arrêté de faire de gros investissements en termes de selle, parce qu'après en avoir essayé plusieurs, le problème reste, donc ça ne vient pas de l'équipement, mais bien du bonhomme. Et sur le caminade, j'ai une selle Physique Argo, qui est une selle de gravel, relativement large, puisque je crois qu'elle a 150 mm de largeur. Bon, après, tout dépend des ischions de chacun, mais c'est quelque chose qui finalement ne m'a pas posé plus de problèmes. Sur mon autre vélo, j'ai une selle Specialized qui est de 143 de largeur, et là encore, je suis plutôt bien dessus, donc au bout d'un certain temps passé en selle, il y a quand même des douleurs qui apparaissent, mais finalement qui sont relativement acceptables. Et par contre, pour mes cuissards, j'étais sur des cuissards Sportful. Je pense que par rapport à d'autres diagonalistes, je prends plus de vêtements et notamment plus de cuissards de rechange, parce que j'aime bien avoir du change au niveau du bas du corps pour être sur des peaux sèches, notamment quand on transpire beaucoup l'été. Éviter les frottements, les minimiser, puisque la crème à sauce c'est chouette, mais ça ne fait pas tout, quoi. Donc si on peut éviter les blessures au niveau de la selle, c'est important. Et puis je pense qu'on n'est pas à 100 grammes près au niveau des bagages, quoi. Tu pars avec deux cuissards plus? Là, je pense que je devais être avec 3 cuissards cet été. Et il en était de même sur la diagonale qu'on a faite avec Patrice, puisque là, en plus, j'avais un cuissard long en prévision des. Non, d'ailleurs, je te dis peut-être une bêtise, ça devait être le combo cuissard plus jambière. J'ai dû laisser, Mhm. vu qu'au final, les températures, malgré la pluie et le vent, étaient quand même assez clémentes, on n'a pas pris de grosses vestes d'hiver, mais on a pris notre imperméable, il valait mieux. Et effectivement, jambière, cuissard, sur chaussures. Donc on avait quand même plus de change que l'été, ce qui a nécessité une configuration un peu différente, avec l'ajout de 2 sacoches de fourche. Alors, tu parlais de pluie, justement, une bonne veste de pluie, vous aviez quoi? Alors moi, c'est une veste Sportful, je me rappelle plus exactement du modèle, je crois que c'est No Rain, une veste orange qui a l'avantage d'être visible et qui doit permettre une imperméabilité jusqu'à 10 000 mm. Donc c'est quand même, enfin, c'est énorme par rapport à ce qu'on peut trouver. J'en avais une avant de 2500 et au bout de 2 heures, tu étais trempé. Là, c'est pas le cas. Et Patrice, lui, il avait une très bonne veste qu'il venait juste d'acheter d'ailleurs, Gore Bikewear, dont il est très content parce qu'il a vraiment jamais souffert d'humidité. Donc, imperméable et respirante. Oui. Bon, alors en sachant qu'on chauffe toujours un peu quand même dans ce type de tissu, mais globalement, c'était quand même très appréciable. Parce que ça te procure en plus un surplus de chaleur. Étant donné qu'on n'avait pas de veste thermique, moi j'avais un maillot manche longue en mérinos, qui est aussi une matière superbe puisque elle est thermorégulatrice. Et en plus, quand elle se mouille, elle continue de te réchauffer. Donc ça, c'est quand même un bon point. Et en plus de ça, donc le fameux imperméable, donc globalement, avec le sous-maillot, maillot manche longue, on avait quand même de quoi lutter contre le froid, mais dont on aura souffert simplement pour descendre en direction de Pontarlier. Sur les 1000 km de cette deuxième diagonale, c'est le seul moment où vraiment, oui, il y a eu du guidonnage en descente parce qu'on était fatigué et qu'on avait froid. Vélo, vêtements, ta bagagerie. Alors j'ai un ensemble de sacoches Restrap, qui est donc une marque britannique, fabriquée à la main dans le Yorkshire, dont je suis très content, que j'utilise maintenant depuis plusieurs années, qui m'a jamais fait défaut en voyage à vélo au niveau de l'imperméabilité. J'ai notamment découvert avec beaucoup de plaisir leur sacoche de selle. Avant, j'avais une Topic qui ballottait énormément. Il fallait que j'adapte notamment mon pédalage en danseuse au ballottement de la sacoche. C'est absolument pas le cas avec la Restrap parce qu'elle a un harnais. Elle est solidement attachée à la selle. Et donc après, on vient loger un sac étanche à l'intérieur de ce harnais qui est lui à nouveau sanglé. Donc il y a vraiment un ballottement qui est minime, quoi. Donc
C'est un petit coup de main à prendre, mais disons qu'en l'espace de 5 minutes, après s'être mis en danseuse 2-3 fois, on l'oublie carrément. L'inconvénient, c'est qu'elle ne fait que 14 litres, donc par rapport à la configuration de Patrice, qui lui avait un porte-bagages et donc 2 sacoches à l'arrière, on perd peut-être un petit peu plus de temps. C'est pas juste clipser, déclipser, il faut enlever le sac étanche, et après, vu que tout est bourré dans le sac étanche, pour trouver ce dont on a besoin, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ça a l'avantage d'être un peu plus léger, même si je cours pas après le poids au gramme près, c'est quand même relativement bien. À l'avant, j'ai une sacoche qui, en temps normal, me permet de mettre mon appareil photo, ce qui était un des éléments indispensables pour moi pour le voyage à vélo. Et donc, par contre, pour cette deuxième diagonale, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai utilisé des sacoches de fourche, que j'utilise aussi quand je pars plus longtemps à vélo sur de plus petites distances, mais en voyage d'une semaine ou deux. Et donc, bon, qui sont pas hyper pratiques pour le coup. Notamment quand il a fallu régler le frein avant, il a fallu que j'enlève carrément une sacoche. Elles sont pas très faciles à monter et démonter. C'est pas un clips comme ça peut être le cas sur, je pense notamment aux sacoches Ortlieb, qui ont cette capacité-là. C'est pas le cas des Restrap et ça a été un peu galère. Mais bon, enfin, en soi, c'est que des détails. Et le plus important, je pense que ça reste la sacoche de sel et la sacoche de cintre. Et les deux, j'en suis très très content. Tu utilises un GPS et sur quoi tu as tracé ton itinéraire? Alors pour la première diagonale, l'itinéraire, je l'ai tracé donc avec Komoot, qui est maintenant bien connu, et le support des cartigènes, notamment pour savoir quelles sont les routes pittoresques, ce qui est toujours appréciable, autant profiter visuellement quand on pédale toute la journée. Et puis donc après, par contre, une fois sur le vélo, effectivement, j'ai un GPS Garmin, mais je pense qu'on est plusieurs à être d'accord sur ce point. Il est quand même intéressant de savoir où on se situe et de ne pas se fier qu'au GPS, parce que c'est clair qu'on peut maintenant, avec les avancées technologiques, traverser tout un pays sans savoir où on se trouve, sans savoir dans quelle ville on va passer, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, je garde quand même la carte en tête, plus la feuille de route qu'on transmet du coup à l'amicale, et qui doit être d'ailleurs validée en amont de la diagonale. Donc tout ça, je le garde pour avoir aussi une idée des temps de passage dans différents endroits. Et c'était assez appréciable. Patrice avait un porte-carte sur la deuxième diagonale. Et c'est vrai qu'on a quand même souvent eu recours à se dire recours au porte-carte pour savoir où on se situait, si on était bien au niveau du timing qui était de plus en plus serré à cause des conditions de roulage. Donc ça, c'est très utile. Ne pas seulement se fier au GPS, d'autant plus que, comme je te le disais tout à l'heure, quand on sort de la trace, c'est parfois un peu galère. Donc je garde quand même l'application Komoot sur le téléphone si jamais il y a besoin de se repérer. Ou Maps.me, enfin, il y a tout un tas de trucs maintenant qui sont très utiles, qui ne nécessitent pas forcément, du coup, une fois sur le vélo, d'avoir recours à la grosse carte, ce qui peut être encombrant quand on parcourt de longues distances. Il faut avoir plusieurs cartes hygiène. Mais voilà, je ne me fie pas seulement au GPS. Le GPS, justement, il est sur batterie. Quand tu dois passer une nuit sur le vélo, tu as une power bank. Tu le recharges comment? Oui, c'est ça. J'ai une power bank parce que donc je n'ai pas de roue dynamo. Donc j'ai une petite batterie externe qui est très utile pour recharger aussi les éclairages, qui sont des éclairages USB. Donc notamment, bon, l'arrière pose pas trop de problèmes parce que j'ai un mode clignotant léger qui me permet de tenir 54 heures. Donc c'est quand même relativement appréciable. Mais par contre, pour celui qui est en fixe, c'est plus énergivore, et donc je le profite de la journée pour le recharger dans la sacoche. Ouais. C'est la même De... problématique pour mon feu avant. Et pour la frontale aussi. Donc, une power bank. Quand de l'éclairage, le lien est rapide pour parler de sécurité. Tu ne roules pas que sur des pistes cyclables. Comment ça se Non. passe, la sécurité? Comment tu gères les voitures? Tu mets des habits voyants? Alors par rapport aux voitures, je suis très trouillard en vélo. Donc c'est vrai que j'essaie déjà de limiter au maximum tout ce qui est passage sur les nationales, Komoot les références. Pas toujours bien, mais a au moins le mérite de les référencer. Donc tout ce qui est route jaune sur Komoot, c'est-à-dire national, j'évite au maximum. Quitte à prendre des pistes cyclables qui parfois font que tu t'arraches les cheveux, parce que comme je te disais, tu as des barrières très souvent qui te coupent le rythme. Et quand tu es sur du long, qu'il faut relancer la machine, c'est pas l'idéal, quoi. Donc j'essaie d'éviter les itinéraires sur lesquels potentiellement on peut rencontrer beaucoup de voitures. Et après, j'ai toujours mon harnais fluorescent. J'ai maintenant un gilet fluo que m'a offert le club, mais avant, bon, lors des 2 dernières diagonales, j'en avais pas encore. Et l'avantage du harnais, alors apparemment en termes de visibilité, ça vaut quand même pas un gilet, mais c'est que c'est bien moins encombrant, quoi. Et puis sinon, oui, j'ai commis le péché de rouler avec quelques t-shirts noirs l'été dernier, mais je vais changer mon vestiaire parce que c'est clairement pas ce qui est le plus adapté. Et ce qui est d'ailleurs très appréciable, c'est le fameux imperméable orange dont je te parlais, parce que pour les voitures, bon, ça change quand même la vie par rapport à un cycliste tout en noir dans l'obscurité et la pénombre.
Tu parlais d'enceinte Bluetooth, tu écoutes de la musique, tu as un casque à conduction osseuse, tu écoutes de la musique avec une enceinte Bluetooth, comment tu fais? Alors là, c'était une première parce que généralement, quand je voyage à vélo, je n'écoute absolument pas de musique. Et j'ai pas envie que tout le monde profite de ce que j'écoute non plus parce que ça a le don d'être agaçant. Mais là, en l'occurrence, je me suis servi en fait de l'enceinte pendant la nuit, environ 3 heures sur les 9 heures de roulage nocturne, ce qui me permettait de lutter contre le sommeil. Donc c'était des émissions de radio et puis qui a aussi l'avantage de faire un peu de bruit pour les animaux potentiels qui pourraient croiser ma route, les petits ragondins sur les bords du Doubs notamment. D'accord, on arrive au terme de ces deux diagonales, mais quand tu es arrivé au bout, ce n'est pas fini, il faut faire un compte-rendu écrit, qui est une obligation pour valider la diagonale. Ça veut dire quoi pour toi? C'est une contrainte, c'est un plaisir, une utilité? Alors je pense que c'est la spécificité d'ailleurs des diagonales de France, parce qu'on n'a pas ça sur les autres épreuves d'ultra-distance très en vogue actuellement. Pour moi, ça reste un plaisir, j'aime écrire, et d'ailleurs, les deux comptes rendus m'ont permis aussi d'avoir ma place dans la rédaction de Cyclist. Donc, effectivement, c'était un bel exercice d'écriture, et qui a eu de l'importance, du coup, pour même ma vie professionnelle. Quel a été le lien entre ces comptes rendus et ta place justement chez Cycliste? Eh bien, c'est-à-dire que lorsque Cyclist m'a contacté fin novembre pour une place potentielle en rédaction, ils m'ont demandé si j'avais des écrits de mon côté. Et donc, en plus de mon petit site internet, j'avais ces deux écrits qui étaient relativement frais, sur lesquels j'ai eu passé un petit peu de temps pour que le rendu soit beau. Notamment parce que le premier, je voulais le dédier à mon grand-père. Donc, j'avais à cœur que le rendu soit propre. Et donc, je leur ai envoyé. Ce qui m'a permis, en termes d'écrits de voyage, de montrer que bon, bah voilà, ça tenait la route, quoi. C'est aussi un exercice qui permet de garder une trace, une mémoire de ce que tu as fait. Effectivement. Donc, c'est en plus du carnet, quoi. Disons que c'est un ensemble, je trouve, compte rendu plus carnet, qui a son charme, qui est assez poétique. Alors, ça peut peut-être paraître un peu désuet aujourd'hui, mais ça fait partie des petites choses comme la petite plaque de la Flèche Vélocio ou les cartons des BRM qui ont quand même leur charme, quoi. On peut les garder dans un carton, dans sa bibliothèque. Et c'est assez chouette, ça fait partie du charme de l'expérience. Exercice difficile. Quel conseil tu pourrais donner à un primo-diagonaliste? Effectivement, c'est difficile de donner des conseils quand on fait tant d'erreurs et qu'on se blesse comme moi. Je pense que le conseil principal, c'est de se lancer, parce qu'une diagonale, les frais d'inscription sont minimes, c'est 8 euros. On est maître de sa propre trace, ce qui n'est pas le cas sur une bonne partie des événements ultra. Alors, ce qui peut être bien ou pas, hein, il y a des gens qui n'aiment pas tracer, on peut tout à fait comprendre ça. Mais disons qu'on a quand même l'impression d'être maître de ce qu'on va faire de A à Z. Et il y a toute cette partie en amont de travail sur la carte qui fait déjà en soi partie de l'expérience et qui est le début du voyage. Donc, ne pas hésiter à se lancer. Ça peut être également une bonne préparation pour des personnes qui veulent participer à des épreuves ou des compétitions d'ultra, parce qu'en soi, comme on le disait, les distances sont longues et les délais sont relativement restreints. Donc en roulant sur des itinéraires plutôt plats, pour des personnes qui veulent se préparer, ça permet aussi d'avoir un bon foncier, une bonne caisse. Voilà, ne pas hésiter à se lancer. Et excuse-moi, il y a mon chien qui aboie. Et, et du coup, plus que ça, je dirais que bah, ne pas faire les mêmes erreurs que moi, quoi. C'est-à-dire prendre son temps, ne pas rouler plus vite qu'on ne le peut physiquement. C'est assez compliqué parce que finalement, sur la première journée, ça va. Même si on roule au-dessus de ses capacités, on ne s'en rend pas compte. Mais au niveau tendineux, c'est l'accumulation des jours de sel. Et puis si comme moi, le sommeil est un petit peu mauvais, que la récupération n'est pas optimale, ça complique un peu les choses. Donc prendre son temps, prendre le temps de s'alimenter. Et puis après, c'est une affaire globalement qui roule parce que même si la distance est longue et que les délais paraissent un petit peu restreints, en prenant son temps, on a le temps. Quand on n'a pas le vent de face et qu'on n'a pas de pluie. Non, mais disons que si les planètes sont à peu près alignées, c'est quelque chose qui se fait et je suis loin d'être un grand sportif, ça c'est une certitude. Et pourtant, j'ai réussi à les valider ces deux diagonales. Donc c'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde, quoi. Il faut se préparer en amont, pas sous-estimer la chose, qui a peut-être été aussi un peu mon cas pour la deuxième. Et ben, je m'en suis mordu le dos puisque je me suis blessé, que je suis resté 2 mois à boitiller bêtement. Mais voilà, il faut se lancer, ne pas avoir peur, parce que finalement, ça reste quelque chose d'accessible. On ne tire aucune gloire d'être diagonaliste ou pas, enfin je pense pas, c'est pas comme ça que j'envisage la chose, mais c'est une traversée de son pays, donc au-delà de la performance physique, il y a aussi une expérience géographique qui est très chouette. Et pour s'entraîner, peut-être les BRM, c'est quelque chose à pratiquer.
Oui, c'est à pratiquer. Alors après, rien n'empêche de faire des 200 ou des sorties longues de son côté, sans passer par le cadre officiel de la fédération. Mais ça permet de rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions. Moi, j'ai mis longtemps à franchir le pas, en fait, de participer à mon premier brevet des 200. Je faisais de la longue distance de mon côté. J'avais peut-être une image qui était fausse de ce qu'est la FF Vélo et de ce qu'est le monde du cyclotourisme en général, quoi. Et donc finalement, c'est donc en 2021 ou 22, je sais plus. J'ai participé au brevet de 200 à Mosa, je me suis inscrit dans le club dans la foulée et j'ai découvert un microcosme qui est très chouette, quoi, celui de la longue distance. Alors tout le monde dans les clubs de vélo ne pratique pas la longue distance, mais quand on se rapproche de ces personnes-là, je pense qu'on a peu de chances d'être déçu. C'est un monde qui est chouette, dans lequel on a beaucoup de choses à apprendre, sportivement mais aussi humainement. Et sur la longue distance, on a peut-être tendance à être un peu solitaire. Ça permet aussi de partager, et c'est là où on se rend compte que le partage me paraît être essentiel dans le pédalage. Les plus beaux souvenirs que je garde de ma première diagonale sont les kilomètres qui ont été partagés avec mes amis en Auvergne. Et sur la deuxième, le fait que malgré la difficulté et les blessures, j'ai pu partager 1000 kilomètres en compagnie d'un ami. Et c'est une parenthèse dans notre vie annuelle qui est quand même très chouette. Quand on parle de partage, de longue distance, on parle assez vite de Paris-Brest-Paris. Tu n'as pas pu y participer en 2023. Tu imagines participer à Paris-Brest en 2027? Je pense oui. Alors c'est pas dans l'idée d'en faire plusieurs, juste le faire au moins une fois, puisque en étant amoureux d'histoire et d'histoire du vélo aussi, ça fait partie de l'histoire de notre sport. Ça me paraît être l'épreuve certainement la plus mythique du cyclotourisme qui soit. Par contre, d'un point de vue géographique, c'est clairement pas ce qui me passionne. Je préfère être en montagne, donc déjà, je trouve que les diagonales sont bien trop plates à mon goût, et c'est vrai que j'en ferai pas tous les 15 jours. Donc, ce sera une parenthèse en 2027. Je vais faire en sorte de me préparer pour pouvoir y participer, voir ce que ça donne, puisqu'apparemment l'ambiance est incroyable. Mais c'est vrai qu'encore une fois, j'ai quelques doutes sur le fait d'apprécier pleinement la chose, notamment d'un point de vue géographique, et puis parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt solitaire sur le vélo. Et tu veux finir un cycle de diagonale? Oui, là encore une fois, je n'ai pas envie de faire 50 000 diagonales, mais en faire 9. Ça me paraît chouette. Il y en a qui me font de l'œil, notamment Strasbourg-Brest pour terminer le cycle strasbourgeois. Et puis parce qu'il y a cette idée d'arriver à la Finistera, d'arriver face à l'océan, voir quelques phares et puis plus rien au-delà. Donc peut-être même pousser au-delà de Brest, vraiment pour me faire plaisir jusqu'au bout. Il y a aussi Dunkerque-Menton qui me fait très envie pour terminer. Ben, alors je crois que c'est ce que tu comptais faire, et puis finalement il y a peut-être eu du changement dans la tienne, terminer par la Bonnette. Et puis la mythique Brest-Menton aussi pour traverser Bretagne, Massif central. Mais bon, encore une fois, là, il faut que je prenne en caisse pour me permettre de faire du dénivelé sur des si longues distances avec un délai qui est relativement restreint. D'ailleurs, en termes de conseils, j'y pense que maintenant, Marc, désolé. Il faut peut-être pas se dire que les diagonales les plus courtes sont les plus faciles. On en convient tous les deux avec Patrice. On pensait que les 1000 km de Strasbourg-Perpignan allaient se faire facilement, et ça a été 2 ou 3 fois plus dur que ce qu'on a connu auparavant. Notamment parce que les délais sont très restreints. On a 78 heures pour faire les choses. Et je pense qu'il vaut mieux partir sur une diagonale un peu plus longue. Typiquement, Strasbourg-Hendaye me paraît peut-être la diagonale parfaite pour commencer, parce qu'on a 99 heures pour faire 1200 bornes. Donc on rajoute 200 km, certes, mais on rajoute surtout 21 heures de pédalage potentiel, ce qui n'est pas négligeable. L'avantage que tu as, Thibaut, c'est que tu as 25 ans, donc ça te laisse quand même beaucoup de temps pour faire toutes les diagonales, ce qui veut dire qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dès qu'on peut commencer à faire des Oui, diagonales. bah là je te rejoins totalement, Marc, parce qu'il y a tout un tas d'épreuves d'ultra-distance qui attirent des jeunes, parce qu'en fait, à partir de 18 ans, on peut s'engager là-dessus. Mais les diagonales ont encore du mal à recruter parmi la jeunesse. Et c'est vrai que ce serait chouette que petit à petit les choses changent parce qu'en fait, la FF Vélo a de l'or sous les pieds avec un potentiel cyclotouriste en France qui est quand même assez incroyable et qui n'est, à mon sens, pas encore assez développé. Donc petit à petit, les choses vont changer. Je pense que la collaboration d'Axel Carion avec la FF Vélo va être importante aussi de ce point de vue-là. Nous, après, dans la presse, on va aussi essayer de mettre en avant les différentes pratiques multiples de l'ultra-distance, peut-être pour essayer de sortir de cette idée qu'on peut se faire d'un truc de barjot, quoi. On est là pour se faire mal et pour enquiller les bornes. L'ultra-distance, c'est pas que ça. On n'est pas forcément maso. Donc, petit à petit, les choses vont peut-être évoluer, mais c'est vrai que ce serait bien que les diagonales ne meurent pas, parce que
petit à petit, on s'aperçoit que dans les clubs, notamment cyclo, l'âge va en s'accroissant Mhm. et c'est l'une des questions qu'on peut légitimement se poser. Qu'est-ce que vont devenir ces clubs dans une vingtaine d'années, quoi? Donc pour le Mhm. moment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la longue distance dans leur coin sans forcément faire partie d'un club. C'était mon cas il y a encore quelques années. Et ça vaut le coup de franchir le cap et d'aller toquer à la porte quoi, pour voir ce qui peut s'y faire parce qu'on fait de belles rencontres. J'espère que ton témoignage va permettre de recruter justement de nouveaux arrivants jeunes dans les diagonales. En tout cas, merci beaucoup Thibaut pour avoir partagé ton expérience. Ton retour sera assurément précieux pour d'autres diagonalistes, confirmés ou en devenir et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qu'est une diagonale ou autre longue distance à vélo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain podcast. Merci beaucoup Thibaut. Au revoir. Merci à toi Marc. Bonne soirée.